supposée maladie mystérieuse qui affecte des centaines de pêcheurs depuis quelques jours n'a aucun impact sur les produits halieutiques. La direction des industries de transformation de la pêche a fait des prélèvements et des analyses qui le prouvent, rassure le secrétaire général du ministère des Pêches. Il a fait le déplacement pour rendre visite aux malades en isolement à la maison de la femme de Thiaroye-sur-Mer. La nécessité crée l'exception même en religion, dixit le nouveau président du Conseil économique, social et environnemental. Idriss Seck justifie ainsi son revirement après avoir déclaré qu'il n'accepterait plus une nomination par décret, et le président du parti Rewmi de préciser que sa réflexion et son action portent plus sur les solutions à apporter aux difficultés des citoyens que sur la polémique. Le train est déjà loin, avertit Idi, qui a été officiellement installé ce matin. On va également s'intéresser au démarrage de la campagne de commercialisation de l'arachide prévue le 23 novembre. Les acteurs de la filière accueillent favorablement la hausse du prix du kilogramme aux producteurs, mais demandent à la Sonacos de lever certains dysfonctionnements qui avaient impacté la campagne de l'année dernière. La page des sports et le journal de l'économie complètent cette édition mise en onde par Alioune Badara Socé. Marie-Rosalie Ndiaye. Et puis parlons tout d'abord des malades en isolement dans la maison de la femme de Thiaroye-sur-Mer. Près de 12 patients qui présentaient des complications au niveau des organes génitaux ont été évacués dans les structures de santé. Venu représenter le ministre de la Pêche, le secrétaire général du dit ministère renseigne que les ministres concernés sont en réunion pour la prise en charge médicale et sociale des malades. Il a par ailleurs assuré que la maladie n'a aucun impact sur les produits halieutiques que nous mangeons. Maktar Diallo, secrétaire général du ministère des Pêches et de l'économie maritime, avec El Hadj Moussa Thiam. Donc j'étais venu ici sur instruction du ministre des Pêches et de l'économie maritime. Donc nous enquérir de la situation des pêcheurs qui sont actuellement malades et internés ici. Donc c'est le ministre lui-même qui devait diriger cette délégation. Mais en cours de route, il a eu un contretemps de dernière minute. Là, il nous a demandé aussi nous de venir témoigner toute notre solidarité à ces braves pêcheurs qui sont de notre famille. Donc pour vous dire que même nos présents, lui il travaille sur ce dossier depuis qu'on a eu l'information. Donc tout de suite à 14h30, il y a une importante réunion sur la question qui est convoquée au ministère de la Santé et de l'Action sociale, où tous les services concernés y seront, en plus des ministres de la Santé, de l'Environnement et des autres structures concernées par la question. L'objectif de la réunion, c'est de parler spécifiquement de cette maladie que d'aucuns qualifient de mystérieuse, voir exactement son origine, ses évolutions, voir comment faire pour la freiner et la prise en charge des malades qui sont là. C'est les informations qu'on a eu à me donner que pour des soins, il y a des patients qui ont été transférés au niveau des structures sanitaires. Ils vont là-bas prendre des soins et revenir ici. Donc c'est vrai que c'est une maladie que les gens ne comprennent pas tout de suite, mais je ne pense pas que ce soit aussi dramatique et alarmant. Donc ils sont assez bien pris en charge sur le plan sanitaire et social. Est-ce que les produits halieutiques ne sont pas impactés avec cette situation? De toute façon, nous avons pris toutes les dispositions qu'il faut par rapport à cela. Donc la direction des industries de transformation de la pêche est à pied d'œuvre. Donc on va faire toutes les analyses nécessaires. Et pour le moment, franchement, on ne peut pas dire qu'il y a des impacts sur les produits que nous mangeons. Les acteurs de la pêche manifestent une crainte notoire par rapport à la maladie mystérieuse qui frappe leurs camarades de la Petite Côte. D'office de la région font partie des pêcheurs contaminés et actuellement mis en quarantaine, informe le coordonnateur du CLPA de Saint-Louis. Baye Diallo n'écarte pas des menaces sur l'activité de pêche. Il réagit au micro de Yves Tendeng. Mais il y a aussi des pêcheurs saint-louisiens, 2 de nos fils qui étaient là-bas à Thiaroye, qui ont été directement contaminés par cette maladie mystérieuse. Et puis on tient le contact est bon avec eux. Il y a plus de peur que de mal sur ce que nous avons parlé avec eux. C'est une maladie très mystérieuse. Et qu'elle est arrivée à Saint-Louis ou pas encore? Non, pas encore, parce que les 2 gosses qui ont été atteints par cette maladie-là ont été mis en quarantaine avec leurs homologues de Thiaroye et d'autres gens qui étaient qui ont été contaminés par cette maladie-là. Donc on a fait des prélèvements, ils sont très bien entretenus par les autorités locales de Thiaroye et autorités administratives sanitaires qui ont déjà pris le devant sur nous pour les prendre en compte, les écarter de la population et faire des prélèvements pour savoir exactement de visu de quoi il s'agit.
Puis parlons des difficultés dans le secteur de la pêche. Le Forum civil trouve que les mesures prises par le chef de l'État sont loin d'être suffisantes. Selon la section sénégalaise de Transparency International, le problème qu'il faut résoudre est celui de la disponibilité de la ressource halieutique. Les précisions de Birahim Seck, le coordonnateur, avec Ndeye Mariam Ndiaye. Nous nous sommes rendus compte que le président de la République fait état, ou bien le communiqué fait état de construction des aires de transformation modernes, de construction de quais de pêche, de dotation de gilets de sauvetage, de dotation de moteurs hors bord, de dotation ou bien d'une possibilité de remplacer les pirogues en bois par les pirogues en fibre, alors que la ressource n'est pas disponible, c'est-à-dire que le poisson n'est pas disponible. La cause principale de l'immigration clandestine chez les pêcheurs, c'est l'indisponibilité de la ressource. Donc, premièrement, il faut impérativement que le gouvernement développe une réelle politique de disponibilité et de préservation de la ressource halieutique en ayant comme moteur la recherche. Donc, il faut évaluer le stock, il faut qu'il y ait une disponibilité du stock de poissons au niveau du Sénégal. La deuxième chose également, qui a totalement manqué dans le communiqué du Conseil des ministres, mais c'est l'absence de stratégie de protection de la pêche artisanale. On ne protège pas la pêche artisanale par des concessions de quais ou bien de dotation de moteurs de géolocalisation. On protège la pêche artisanale par la préservation de la ressource halieutique. Les pêcheurs, candidats à l'immigration, te le disent. Ils n'ont pas de poisson, ils ne voient pas le poisson, face également à l'agression et au pillage dont ils font l'objet en mer et qui est du fait également des bateaux industriels. Donc c'est ça la voie de la solution. Il ne s'agit pas de doter ou bien de construire des biens, mais il s'agit de développer une politique de préservation et de protection de la pêche artisanale en faisant une évaluation du stock de poissons au niveau du Sénégal. Le point quotidien de la situation de la Covid-19 au Sénégal. 12 nouvelles contaminations ont été révélées ce jeudi par le ministère de la Santé et de l'Action sociale, dont 8 issues de la transmission communautaire. 7 patients ont été déclarés guéris. Aucun décès n'a été notifié, mais 3 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation et 65 patients sont encore sous traitement. Sud FM. Idriss Seck a été officiellement installé à la tête du Conseil économique, social et environnemental, une cérémonie qui s'est voulue sobre, marquée tout de même par la présence de tous les conseillers et d'une délégation du gouvernement dirigée par le ministre Sambassi. Autre présence très remarquée, c'est celle de l'ancienne présidente du CESE, Aminata Tall, Adji Fatou Bari. C'est un Idriss Seck très en forme et très taquin qui s'est présenté ce matin au Conseil économique, social et environnemental pour son installation officielle à la tête de l'institution de la République. bi may wax décret dootuma fal waxuma décret dootuma fal puisque loolu ci dogalu yàlla la ne dama ni fasatuma yéene décret di ma fal. Le tout nouveau président du CSE compte continuer sur la même lancée que ses prédécesseurs, dont la sortante Aminata Touré. De feu maître Léon Boissier-Palan à madame Aminata Touré, en passant par d'autres illustres figures, parmi lesquelles je souhaiterais citer le président honoraire Famara Ibrahima Sagna, à qui nous devons ce siège, et bien évidemment ma très chère sœur et amie, la présidente Aminata Tall. Je voudrais dire à tous ses prédécesseurs que c'est sur les fondations de leur legs que j'entends continuer à mener avec l'ensemble des conseillers et membres du personnel ma mission. Concernant les supposés licenciements abusifs au sein du CSE, Idrissa Seck donne sa version et rétablit les faits. Fuyewuma gestion Massamba taluma loolu li ma tal mooy ëmb ba ma jëlee ci waxtaan wi ma jéem a seet nu ma koy lijjanti. Avec ses 120 conseillers, Idrissa Seck s'engage à trouver des solutions aux problèmes les plus urgents, à savoir le phénomène de l'immigration clandestine qui a repris de plus belle et la crise de Covid-19 qui a mis à mal notre économie.
Fatou Barry sur ses choix politiques. Idriss Seck l'explique par l'urgence de l'heure, celle de répondre à l'appel de la nation, surtout en ce contexte de crise économique due à la Covid-19. Le tout nouveau président du Conseil économique, social et environnemental se fixe déjà pour objectif 2035 tout en maintenant le flou sur son ancrage au sein de l'opposition. On l'écoute avec Adi Fatou Barry. Il faut agir au bénéfice exclusif des populations. Peu importe le coût pour notre propre image ou même notre vie qui, au regard du destin d'une nation, demeure une insignifiance. Il s'y ajoute que la compétition électorale de 2019 est derrière nous. Le contentieux qui en est issu a été éteint par l'ouverture du dialogue national et les résultats remarquables qu'il a produit. S'agissant de mon intention antérieurement exprimée de ne plus accepter une nomination par décret, j'ai appris d'un grand soufi que la nécessité crée l'exception, même en religion. L'homme peut se prétendre maître de ses intentions et de ses actes, mais son destin relève de ce que les croyants appellent volonté divine et que les non-croyants pourraient nommer contexte, circonstance ou situation. Cher Baïdi, vous l'avez rappelé, notre pays, à l'image du reste du monde, y compris des plus puissants, a subi le choc terrible, inédit de cette Covid-2019 avec son cortège de conséquences économiques et sociales jusque-là inconnues. Aujourd'hui comme hier, ma réflexion et mon action portent plus sur les solutions à apporter aux difficultés des citoyens que sur la polémique. Ceux qui attendent encore à la gare 2019 doivent réaliser que le train est déjà au loin. Il s'élance déjà du quai 2020 en route pour 2035 et au-delà s'il plaît à Dieu. Vous venez d'entendre le président du Conseil économique, social et environnemental, Idriss Seck, qui explique ses choix politiques par l'urgence de l'heure, celle de répondre à l'appel de la nation, surtout en ce contexte de crise économique due à la Covid-19. Création d'un Conseil national pour l'insertion et l'emploi des jeunes. Il y aura des actions concrètes avec la mobilisation de tout le gouvernement, un Conseil national et une structure d'orientation stratégique. Mais derrière, il faut des agences opérationnelles, selon l'économiste Moubarak Lo, que vous entendrez largement. Il sera notre invité. Démarrage le 23 novembre prochain de la campagne de commercialisation de l'arachide. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, le professeur Moussa Baldé, rassure, toutes les dispositions sont prises pour un déroulement correct de cette campagne. Le kilogramme au producteur est fixé à 250 francs. La taxe sur l'exportation est de 30 francs sur le kilogramme de l'arachide décortiqué. Professeur Moussa Baldé est avec Rapsa Ilimanouane. Vous me donnez l'opportunité de m'adresser à vos auditeurs pour effectivement parler de la campagne de commercialisation à venir. Donc je rappelle que hier, mercredi, en Conseil des ministres, le président a validé le prix aux producteurs qui était proposé par le Sénat, qui est de 250 francs le kilo. Donc le prix officiel du kilogramme d'arachide pour cette campagne de commercialisation est fixé à 250 francs. Le démarrage de la campagne le 23 novembre. Une autre décision importante, c'est que l'arachide exporté sera taxé. La taxe est fixée à 30 francs le kilogramme d'arachide décortiqué. Donc ce sont les trois mesures importantes qui ont été prises. Alors maintenant, vous savez que l'année dernière, on avait vécu une campagne de commercialisation de rupture parce que depuis 2014 jusqu'à l'année dernière, il y avait un protocole qui liait les huiliers privés et l'État du Sénégal. L'année dernière, le gouvernement n'a pas reconduit ce protocole. Cela avait perturbé les huiliers. Alors cette année, nous pensons qu'ils se sont mieux préparés et comme on a dit aussi, nous attendons une production arachidière de loin plus importante que l'année dernière. Notre production arachidière cette année est estimée à 1 800 000 tonnes. Donc nous pensons qu'il y aura une meilleure répartition des quotas. En tout cas, nous veillerons à ce que la campagne se déroule correctement. Il y aura un comité interministériel pour
pour le suivi de la campagne. Et donc, nous ferons tout, en tout cas, pour que, comme j'ai l'habitude de le dire, que tous les acteurs soient contents. Le producteur, il est déjà très content parce que, quand même, il faut le reconnaître, les efforts que le président de la République a fait pour le prix de l'arachide. Le prix, il était aux alentours de 175 francs quand le président Macky Sall est arrivé au pouvoir. Aujourd'hui, il est à 250 francs. L'année dernière, il était à 210 francs. Donc, c'est déjà 40 francs de plus que l'année dernière. Donc, je pense que les producteurs, on est d'accord qu'ils seront contents. On va tout faire pour que la campagne se déroule sans difficulté, c'est-à-dire que l'argent soit disponible. Et de par ce que j'ai entendu de la part de la Sonacos a déjà réuni tout ce qu'il faut pour entrer en campagne. Donc, on est parti pour avoir une campagne de commercialisation, de mon point de vue, qui se passe correctement. C'est à l'unanimité que les acteurs de la filière arachidière accueillent favorablement la hausse du prix de kilogramme aux producteurs, paysans et opérateurs privés stockeurs qui estiment que c'est un prix raisonnable, exhorte la Sonacos à lever certains dysfonctionnements qui avaient émaillé la campagne de l'année dernière. Ignace Ndeye. Cette hausse du prix au kilo de l'arachide qui passe à 250 francs CFA est aujourd'hui bien accueillie par les paysans du Sud, mais aussi par les opérateurs privés stockeurs qui se félicitent tous d'une telle décision. Un prix raisonnable qui fait l'affaire de tous, estime le vice-président de la FENOPST, Hassan Baï. Oui, le prix État se fixe le prix 250. C'est bon pour les paysans, c'est bon pour les opérateurs. Pour nous, je l'ai fixé 250, c'est bon. Nous, je l'ai acheté 250 à paysans. Sonacos, qui est payé transport, qui est payé commission. Vraiment, moi, en tant qu'opérateur, les prix, c'est bon. Une campagne de commercialisation arachidière qu'ils espèrent meilleure que celle de l'année dernière. Seulement, les acteurs exhortent la Sonacos à lever certains dysfonctionnements qui avaient émaillé et ralenti la campagne de l'année dernière. Oui, cette année, l'arachide, il y a beaucoup de l'arachide par rapport à l'année dernière. Le directeur Mourdiane Fada, l'argent est disponible. Le problème est le déchargement et les paiements. Le démarrage de cette campagne de commercialisation fixée dans les prochains jours, paysans et opérateurs privés stockeurs de la région sud se disent tous prêts. Oui, vous êtes prêts. Vous êtes prêts, Sonacos, le directeur ici, vous êtes prêts. Les opérateurs, vous êtes prêts. Ziguinchor, Ignace Ndeye, Sud FM. Démarrage des travaux de l'axe Saraya-Boto, c'est à Kédougou. Le ministre en charge des mines et de la géologie, Omar Sarr, a procédé au lancement des travaux de cette route qui va assurer le désenclavement des communautés riveraines en leur permettant d'avoir accès au reste du Sénégal en toute sécurité, même pendant les saisons des pluies. Boubacar Tamba. Sa première sortie officielle, le nouveau ministre en charge des mines et de la géologie l'a consacré au département de Saraya. Omar Sarr y a procédé ce jeudi au lancement des travaux de la construction de la route Saraya-Boto par la compagnie minière Ayam Gold, une route longue de 70 km. Il s'y ajoutera la piste d'atterrissage sur le site de Boto et la construction du pont de Baïtilai. Cette étape du projet constitue un facteur essentiel à la construction du projet minier de Boto, relève-t-on du côté de l'entreprise, mais également une grosse opportunité d'amélioration de la mobilité dans la commune de Medina Bafé et d'emploi, se félicite-t-on chez les populations. Selon le président du conseil d'administration de Boto SA, les investissements pour ce projet minier tournent autour de 160 millions de dollars et le Sénégal va empocher 780 millions de dollars pendant la durée de vie de la mine d'or qui est de 11 ans. 3,4 tonnes de métal précieux seront annuellement produits et pendant la phase de construction de la mine, 500 emplois directs seront créés et 450 durant la phase de production. Les travaux confiés à FH Sénégal vont durer 10 mois et coûteront 11,3 milliards de nos francs. Au cours de la cérémonie protocolaire, les autorités locales de Saraya ont remis au goût du jour plusieurs problèmes liés au contenu local dont l'emploi, la promotion des petites et moyennes entreprises locales et là-dessus, le ministre des Mines et de la Géologie laissera entendre que des discussions sont en cours avec toutes les parties prenantes pour une loi sur le contenu local dans le secteur minier devant prendre en charge plusieurs préoccupations. Boto SA sera, selon Omar Sarr, la 4e mine d'or en production du pays et le challenge est d'entrer dans le cercle restreint des premiers pays producteurs de l'espace ouest-africain et mondial. Boubacar Tamba de retour de Saraya pour Sud FM. Merci beaucoup Boubacar Tamba. Place à présent à l'actualité internationale.
Sud International. Les opérations de réinstallation de réfugiés dans des pays tiers devraient atteindre cette année l'un des niveaux les plus bas jamais observés en raison de la pandémie de Covid-19, a alerté l'ONU ce jeudi. Selon les dernières statistiques du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, seulement 15 425 réfugiés ont été réinstallés entre janvier et la fin septembre cette année, contre 50 086 durant la même période en 2019. Le directeur général de l'Office international des migrations, Antonio Vitorino, a appelé l'Union européenne ce jeudi à garantir l'accès au futur vaccin contre le Covid-19 aux migrants présents sur son territoire. Le défi auquel sont confrontés les États membres de l'Union européenne est de garantir l'accès au vaccin de tous les gens sur leur territoire, pas seulement leurs citoyens, mais aussi tous les réfugiés, les personnes déplacées et les migrants qui se trouvent en Europe, a-t-il déclaré lors d'une vidéoconférence sur la migration et l'asile en Europe. Il ne s'agit pas seulement de protéger les droits humains de ces migrants, c'est aussi une question de sécurité sanitaire et de bien-être de l'ensemble des populations des pays d'accueil, a-t-il dit. Tout de suite, la page des sports. Éliminatoire Afro-Basket homme du 25 au 29 novembre à Kigali. Les Lions quittent Dakar samedi. Le coach a sorti une liste de 14 joueurs. Le coach adjoint revient sur les licences sénégalaises et l'absence de Gorgui Sidian. Pabigay explique avec El Hadj Malick Ndiaye. C'est très simple, premièrement, l'assurance qui a été signée par la FIBA et la NBA est venue à son terme. Et en deuxième lieu, la saison NBA doit commencer normalement le 21 octobre. Et de ce fait, tous les joueurs NBA devront se rendre à leur club et rester en quarantaine pendant 15 jours. De ce fait, il fallait qu'ils rejoignent son club impérativement pour pouvoir être dans les délais. Alors, la compétition c'est du 25 au 29 à Kigali. Dites-nous, quelles sont les chances sénégalaises? Les chances sénégalaises, vous savez, c'est très très difficile en ce moment de Covid sanitaire parce que nous rencontrons l'Angola, pratiquement l'Angola et le Mozambique qui se trouvent pratiquement dans le même championnat. Par rapport à nous avons un nouveau coach, pratiquement de nouveaux joueurs et nous n'aurons pas beaucoup de séances d'entraînement. Nous aurons 2 au niveau de Kigali. Ce sera très difficile, mais on va tout faire pour représenter le Sénégal. Donc, nous comptons vraiment sur l'engagement de chacun pour bien représenter le Sénégal. Le Sénégal débute la compétition contre le Kenya le 25, puis le Mozambique le 26, avant de faire face à l'Angola le 27. En lutte, baisse drastique des licences des promoteurs. Désormais, ils vont débourser 200 000 au lieu de 500 000 francs. Une bonne décision, selon le président de l'association des producteurs. Cependant, il émet des réserves. Pape Abdoufal avec El Hadj Malick Ndiaye. Saluer cette décision. Vraiment, nous, en tant que président des promoteurs, je salue vraiment cette décision. Et je prie aussi, afin que aussi des personnes mal intentionnées ne profitent pas vraiment de cette baisse aussi pour venir acheter une licence et puis aussi créer des problèmes pour la lutte. Donc, il y a des avantages, mais il y a des inconvénients. Donc, soyons vigilants sur cette baisse. Ça profite à la lutte, mais prions afin que les personnes mal intentionnées n'en profitent pas pour acheter des licences et puis nous embourber. Donc, ça, je pense que c'est ma réaction et ça n'engage que ma propre. Nous allons faire nos investigations et alerter quand il le faudra. Donc, on ne va pas ménager aucun effort afin que vraiment les choses soient sur la bonne ligne. Parce que c'est une baisse qui a des avantages et des inconvénients. Donc, on connaît tous, nous sommes au Sénégal. Il y a des gens qui achètent des licences pour se déclarer promoteurs et agir autrement. Et ça, il faut vraiment barricader, prendre toutes les dispositions afin que les choses qui se sont passées par des promoteurs malveillants ne se reproduisent pas. La décision a été prise hier dans la première réunion du CNG tenue à l'Arène nationale. Accueillons à présent notre invité. Sud FM, l'invité du jour. L'invité, il s'agit de l'économiste Moubarak Lo qui s'entretient avec El Hadj Malick Ndiaye sur la création d'un conseil national pour l'insertion et l'emploi des jeunes. Nous sommes avec Moubarak Lo, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste. Alors hier, en conseil des ministres, le chef de l'État a annoncé la création d'un conseil national pour l'insertion et l'emploi des jeunes. Est-ce que ce n'est pas une structure de plus pour l'emploi des jeunes aujourd'hui? Bon, j'espère que non. Vous savez, aujourd'hui,
L'émigration clandestine, avec les drames qu'on a connus ces dernières semaines, a secoué la nation sénégalaise. C'est la première fois qu'on assiste à des drames aussi rapprochés et d'une aussi grande ampleur. Donc aujourd'hui, toute la société doit se lever comme un seul homme pour pouvoir prendre en charge ce défi. Et le gouvernement en premier. Donc le président de la République a pris ses responsabilités. Maintenant, j'espère que après l'annonce, il y aura des actions concrètes et que donc tout le gouvernement sera mobilisé avec l'ensemble des acteurs sociaux, du secteur privé également, pour pouvoir trouver des solutions et les mettre en œuvre. Parce que ce qui est important, c'est de recréer l'espoir pour les jeunes et de leur trouver à la fois des formations adaptées et des possibilités d'emploi et de revenus. Et surtout de trouver des voies de dialogue pour pouvoir leur démontrer que leur avenir se trouve ici dans le pays. Qu'est-ce que cette structure doit avoir de plus comparé aux autres? Bon, vous savez, un conseil national, ce n'est pas opérationnel. Donc, un conseil national, c'est une structure d'orientation stratégique. Donc maintenant, derrière, il faut qu'il y ait des agences opérationnelles qui vont mettre en œuvre des actions. Aujourd'hui, l'État a un certain nombre de structures qui s'activent autour de l'emploi et de l'employabilité des jeunes. Maintenant, il faudra que ce conseil-là puisse, en tout cas, coordonner la mise en œuvre de ces multiples initiatives et voir de les amplifier. Donc, identifier des ressources nouvelles, des possibilités de financement nouvelles, des ressources humaines nouvelles pour encadrer les jeunes. Donc, c'est tout ça qu'on attend de ce conseil. Mais c'est pas le conseil en lui-même qui va travailler. Donc, le conseil ne fera qu'orienter et conseiller, comme son nom l'indique. Maintenant, c'est des agences, soit existantes ou des agences à créer, qui vont prendre en charge cette problématique de l'emploi et de l'employabilité des jeunes. Et les structures déjà existantes? Bon, là, le conseil va se prononcer. On verra lorsque le conseil sera mis en place. D'abord, dans le texte qui va créer ce conseil, ce texte va forcément parler des structures existantes, éventuellement de la création de nouvelles structures et donc préciser ce qui est attendu de chacune de ces structures. Il est clair qu'aujourd'hui, des ressources sont là, des structures sont là. Peut-être qu'en rationalisant davantage, en réorganisant, il est possible de faire beaucoup mieux. Que la création d'une structure nouvelle n'est pas nécessairement une solution au niveau opérationnel, parce que il y a déjà beaucoup d'agences publiques ou de directions, de ministères qui s'activent déjà dans l'emploi des jeunes, dans l'employabilité des jeunes, et donc en mieux organisant ces structures-là, il est possible d'avoir des résultats beaucoup plus rapides. Est-ce que ce conseil peut être une solution par rapport à la migration irrégulière? Bon, ce conseil ne suffira pas. Vous savez, c'est une problématique très complexe, et donc il faut que ce soit pris en charge au niveau national. Je veux dire, c'est tous les acteurs de la nation qui doivent s'en préoccuper et considérer que c'est leur responsabilité. Et donc, il faut qu'à travers ce conseil élargi qui devra regrouper toutes les composantes de la nation qui ont un mot à dire sur cette question-là, il faudra convaincre toutes les composantes de la nation de prendre le problème à bras le corps. Et parce que même au niveau des quartiers, des villages, c'est là où la bataille commence. Et même au niveau des familles, il faut que à chaque niveau qu'il y ait ce dialogue avec les jeunes pour les pousser à orienter leur avenir vers le pays, parce qu'il y a d'abord ce travail, disons, mental à faire pour pouvoir leur dire qu'il est possible de réussir au niveau du pays, en leur montrant même des exemples. Que l'avenir, c'est pas simplement prendre la mer ou l'avion, émigrer clandestinement ou même, disons, régulièrement et travailler à l'étranger. Il est possible de leur démontrer que ce qu'on gagne à l'étranger, il est possible d'avoir des revenus similaires au pays et en restant auprès de sa famille.
Moubarak Lo, je vous remercie. Une nomination par décret et le président du parti Réumi de préciser que sa réflexion et son action portent plus sur les solutions à apporter aux difficultés des citoyens que sur la polémique. Le train est déjà loin, averti Idi, qui a été officiellement installé ce matin. Démarrage de la campagne de commercialisation de l'arachide prévue le 23 novembre. Les acteurs de la filière accueillent favorablement la hausse du prix du kilogramme aux producteurs, mais demandent à la Sonacos de lever certains dysfonctionnements qui avaient impacté la campagne de l'année dernière. La page des sports et le journal de l'économie complètent cette édition mise en onde par Alioune Badara Sossé. Merci de nous avoir tous suivis. Tout de suite, la chronique Sud Nutrition.